Un nouvel épisode du podcast Le Bonheur c'est les autres avec quelqu'un qu'on a plaisir à recevoir, Céline Pina. Bonjour Céline. Bonjour Gérard. Céline, alors vous êtes connue maintenant parce qu'on vous voit beaucoup à la télé, on vous entend à la radio. Vous êtes une plume acérée qu'on retrouve dans plusieurs médias dont Causeur et Le Figaro surtout. Voilà. Vous êtes, en résumé, journaliste, essayiste. Vous avez été dans le milieu politique, vous étiez conseillère régionale Île-de-France jusqu'en 2015, si mes infos sont bonnes. Vous avez été aussi assistante parlementaire. Tout à fait. Et vous étiez donc au Parti Socialiste jusqu'en 2016, que vous avez quitté par la suite. Si on veut en savoir plus sur vous, il y a un site, celinepina.com, tout simplement. Et alors votre famille, je ne veux pas rentrer dans le détail de votre famille, mais vous aviez un papa dentiste, une mère prof de dessin, c'est ce que je crois savoir. Tout à fait. Et vous avez grandi à côté de Grenoble, pas loin de Grenoble, dans les montagnes iséroises. Tout à fait. Voilà. Et après, vous avez fait des études de sciences politiques. Et moi, j'ai commencé à vous connaître quand vous avez participé au Printemps républicain et que vous avez aussi fait une association, une fondation avec Fatila. Avec Fatia Boudjalat, qui s'appelait Vivre la République et qui aujourd'hui, on est en train de la reformater. Et celle qui va en devenir l'âme, ça va moins être moi, mais plus Fadila Maharoufi et Florence Bergeau-Blaclair. Et on va essayer de donner à cette association un côté un petit peu plus financier, plus le but du jeu étant d'aider les personnes qui sont victimes de djihad judiciaire par des conseils, mais aussi en créant des cagnottes, et en essayant de les aider à affronter ce djihad judiciaire, parce que même quand vous le reportez, vous perdez énormément d'argent et le but du jeu, les gens qui vous attaquent se moquent éperdument de perdre face à la justice française, puisque pour eux ça n'a aucune importance. En revanche, vous faire perdre 10 000 euros, ça compte beaucoup plus, et quand on est quelqu'un de normal, 10 000 euros c'est une sacrée somme. Vous ne pouvez pas vous permettre des choix de la perdre une fois, c'est déjà lourd, alors si on vous attaque plusieurs fois, c'est très très compliqué. Alors juste pour finir le tableau, je crois que vous avez participé il y a 4 ans à la fondation de la revue Front Populaire avec Michel Onfray, si je ne me trompe. Tout à fait. Alors, avant d'aborder le questionnaire du bonheur c'est les autres, est-ce que ça vous pose souci si je dis que vous êtes une personne clivante, c'est-à-dire qu'il suffit de le voir sur les réseaux sociaux, vous avez autant d'admirateurs que de haters et de trollers, et je dirais que c'est presque un critère de qualité, ça, quand on a presque autant de haters que de gens qui vous adorent. Je ne sais pas, en fait. Moi, je viens pas de ce monde-là. Je viens pas du monde des réseaux sociaux. Je viens pas du monde du clash. J'ai horreur de ça. Je trouve ça d'une stupidité sans nom. Cette espèce d'égo à ciel ouvert qui est Twitter ne m'intéresse absolument pas. Je l'utilise. Je mets ce que je fais dessus. Après, les gens s'écharpent. Commentent et disent ce qu'ils veulent. Voilà. Et la seule chose, c'est que je trouve ça navrant, infantile. J'allais dire, on voudrait détester l'humanité, il suffit de lire Twitter. Et je trouve ça extrêmement triste parce que je trouve que l'humanité vaut beaucoup mieux que ça. Et moi, j'ai pas grandi dans ce monde-là. J'ai pas grandi dans un monde où il y avait les purs et les impurs. J'ai pas grandi dans un monde où il y avait le licite et l'illicite. J'ai grandi dans un monde où on cherchait le commun, où on cherchait l'intérêt général et où on pensait qu'au-delà de nos différences, on avait plus de choses qui nous unissaient que de choses qui nous séparaient. J'ai grandi dans un monde dans lequel les liens n'étaient pas que des liens de domination. Bien sûr, de la domination, ça fait partie du lien qu'il peut y avoir entre les hommes. Mais il y en a tellement plus. La générosité, l'amour, le don de soi, l'effacement, mais aussi peut-être la créativité, l'égoïsme, qui n'est pas forcément domination. Bref, ce qui anime les relations entre les gens, c'est extrêmement riche, c'est extrêmement divers. Et toute personne qui réduit le lien humain à une seule notion, mais que ce soit la domination ou l'amour ou l'argent, peu importe, en fait commet une erreur radicale. Et en plus sème la haine, parce que quand vous pensez qu'il n'y a qu'un seul chemin et qu'un seul lien, toutes les atteintes à ce lien deviennent existentielles. Et donc la violence monte très très vite quand il n'y a qu'une seule issue. Moi, je suis quelqu'un qui pense qu'il y a souvent plusieurs issues à la situation, et quand il n'y en a pas beaucoup, défrichons un chemin plutôt que s'écharper en se disant on ne pourra pas prendre tous le même.
Alors avant d'aborder mes petites questions, j'invite mes auditeurs, nos auditeurs, à écouter votre voix. Parce que moi, c'est votre voix qui m'a souvent impressionné. C'est-à-dire que vous êtes capable de dire des choses assez fortes, voire très fortes, avec une voix douce. Et ça, c'est peu commun, parce que notamment dans les débats, sur les débats à la télé, etc., c'est souvent celui qui crie le plus fort et celui qui parle le plus fort, non pas qui a raison, mais qu'on entend. Et vous, on vous entend, alors vous avez une voix extrêmement douce. Je ne sais pas si vous l'avez cultivée, mais voilà. Non, c'est pas du tout. Alors, c'est une donnée de base, c'est-à-dire que, comme beaucoup de femmes, hélas, quand je m'énerve, ma voix part dans les aigus. Et une voix aiguë et une voix qui crispe et qui suscite de l'agressivité. Or, comme vous pouvez voir, je ne suis pas vraiment taillée pour répondre à l'agressivité. Donc, le but du jeu, c'est d'arriver à faire passer un message le plus calmement possible. Et puis, si personne n'a envie de le recevoir, c'est pas grave. Ma petite voix ne changera pas le monde, j'en suis relativement consciente. Mais de temps en temps, des petites voix, plus d'autres petites voix, ça permet simplement à des gens de se sentir moins seuls, à d'autres de retrouver du courage, à moi d'avoir l'impression que j'abandonne pas la partie et que je fais quand même quelque chose pour mes enfants ou pour mes contemporains. Et puis voilà, et des fois ça suffit, on fait sa part. Alors, j'ai appelé ce podcast « Le bonheur, c'est les autres » parce que c'est une réponse à Sartre avec son fameux « L'enfer, c'est les autres » parce que j'ai fait le constat qu'on était dans une société extrêmement brisée, extrêmement séparée, avec beaucoup de souffrance, on est un des pays les plus pessimistes du monde. On est l'un des pays qui consomme le plus d'anxiolytiques et d'antidépresseurs dans le monde. Et donc, je me suis dit, que faire ? Et il faut qu'on trouve des voies, par l'expérience, pour rechercher le bonheur. Pas avec un esprit ravi de la crèche, ni avec un esprit bon sentiment. Voilà, c'est votre expérience qui m'intéresse. Et première question que je vous demande tout simplement, spontanément, c'est quoi pour vous le bonheur ? Quelle définition vous donnez au bonheur ? En fait, pour moi, le bonheur, ce sont des choses extrêmement simples. C'est une famille unie, avoir des animaux autour de soi, être libre de penser et de parler, et pouvoir offrir à ses enfants la même liberté. Pour moi, le bonheur, c'est un mélange d'assurance publique et de construction privée. Autrement dit, normalement, l'État doit fournir un cadre qui est un cadre de sécurité. On n'est pas censé être agressé par son voisin. On est censé pouvoir se déplacer d'un endroit à l'autre sans que le déplacement, ces zones intermédiaires, soient des zones de danger. Il y a un état de droit qui permet d'anticiper la façon dont les choses vont se passer sur le court, moyen et long terme, etc. Donc un cadre relativement stable qui est donné par la stabilité politique et par le fait d'être dans un état démocratique et protecteur. Une attention très particulière portée à la santé, à l'hôpital, etc. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui a longtemps défini la France, autrement dit le soin qu'elle prenait de ses habitants, et cette richesse on ne s'en rend pas compte. Et de l'autre côté, le privé, savoir choisir la personne avec qui on mène sa vie, savoir créer à la fois un cocon mais qui soit aussi un endroit d'où les enfants peuvent partir sans jamais rompre. Voilà, pour moi, le bonheur ça se construit. Justement, vous faites une belle transition avec l'enfance. Quel souvenir heureux de votre enfance remonte spontanément à la surface ? À mon avis, c'est le sentiment d'être aimé de façon absolue. C'est-à-dire que j'ai jamais eu une seule seconde un doute sur le fait que mes parents auraient donné leur vie pour moi, que mes grands-parents n'auraient fait de même. Voilà, le fait de se sentir aimé de cette façon-là vous donne une force incroyable. C'est-à-dire l'amour que vous donnent vos parents, votre famille, elle ne va pas vous empêcher de tomber. On va, comme n'importe quel être humain, subir des agressions, des douleurs, se confronter au mal et puis à la simple douleur de la vie, la mort des gens qu'on aime. C'est quelque chose d'inéluctable qui arrive avec la vieillesse, etc. Pour moi, c'est vraiment tomber 7 fois, se relever 8. C'est-à-dire que l'amour qu'on vous donne, c'est ce qui va vous permettre de vous relever autant de fois que vous tomberez et une fois de plus que vous n'êtes tombé. Ceux qui vous connaissent un peu, qui ont eu l'occasion de vous écouter sur une antenne, que ce soit à la télé, à la radio, qui ont lu ce que vous écrivez, savent à quel point vous êtes
cultivé, culture générale assez intense. Et si je vous demande c'est quoi le livre, le film ou la pièce de théâtre, ou bien encore l'auteur qui vous a marqué de façon indélébile et pourquoi? En fait, j'allais dire, c'est pas toujours le même, ça dépend des époques. Et là, aujourd'hui? Aucun. C'est étrange parce que je lis énormément. Je suis très fatiguée en ce moment. Il faut quand même... en fait, le seul qui vient, ce serait marrant parce que c'est pas du tout un essayiste. C'est quelqu'un que je relis quand vraiment, comme aujourd'hui, j'en ai marre, quand j'ai l'impression que tout cela ne sert à rien, quand je me dis, mais tu aurais mieux fait de fermer ta grande bouche plutôt que de te mettre dans des ennuis pareils. C'est un auteur de fantasy qui s'appelle Terry Pratchett, qui a inventé un monde entier. Il le développe sur, je crois, 24 ou 25 livres, qui s'appelle Le Disque Monde. Et en fait, je pense qu'il avait dû trop fumer ce jour-là, et il regardait son tourne-disque. Il a inventé un monde sur un disque. C'est un homme très cultivé, c'est-à-dire que quand vous le lisez, vous voyez qu'il y a des fois des reprises de Shakespeare, des reprises de grands auteurs anglais. Et c'est du feel-good book, c'est-à-dire que vous le lisez et vous riez, il va aborder un certain nombre de choses que vous reconnaissez, que ce soit le wokisme, le racisme, etc., mais d'une manière tellement décalée, tellement agréable. Et surtout, il a créé un personnage que j'ai adoré au point que j'ai appelé mon aîné comme ce personnage-là, qui est un commissaire, une sorte de commissaire, le chef du guet qui s'appelle Samuel, et qui est un homme pour qui finalement assurer la protection de sa ville, finalement ce qu'il aime plus que tout, c'est cette ville. Et pour lui, les policiers sont ceux qui ont la protection de cette ville à assurer, et ça doit leur faire dépasser tout. On est dans un monde où il y a des loups-garous, il y a des elfes, où il y a peu importe, ils sont avant tout policiers, et ce qui les unit, c'est leur devoir vis-à-vis de cette ville qu'il aime plus que tout. Et en même temps, c'est un personnage qui n'est pas du tout sentencieux, qui n'est pas du tout doctrinaire, qui est bourré de défauts, bourré de qualités aussi. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage parce que justement, il n'est pas réductible à une morale, c'est un humain. Il a de la densité, il a de la matière, il a de la chair, et il fait plein de conneries, mais il fait pas que des conneries. Et il est au-delà j'allais dire, de l'égoïsme. Il pousse ses propres limites en permanence. Et j'ai adoré ce personnage. Après, ce qui m'a construit, c'est beaucoup quand même la littérature classique. Tout simplement parce que je voulais impressionner mes parents qui étaient de grands lecteurs. Donc la littérature du 19e siècle avant tout, Flaubert et une passion pour Stendhal. Ça, je reconnais. J'ai toujours eu un lien très particulier avec Stendhal, notamment avec Le Rouge et le Noir. Et avec... alors moi, ça n'a jamais été Madame de Rênal qui m'a intéressée dans Le Rouge et le Noir, parce que j'ai lu un peu jeune aussi. Mais c'était cette folle alliée de Mathilde, qui est complètement allumée, mais qui du coup est un personnage qui est tellement excessif. De toute façon, elle amène le drame dans sa vie, le drame dans la vie des autres. C'est pas, je vous conseille pas de la prendre comme jeune fille au père, mais au moins avec elle, c'est un petit peu comme le rôle de Judas, vous savez, c'est la folle ou le traître, mais qui fait avancer l'histoire. Donc voilà, il y avait vraiment une passion pour le 19e siècle. Et moins Maupassant, Zola et Balzac que ceux que vous avez cités. Donc. Mais c'est normal, c'est des gens que je lis à 20 ans. À 20 ans, Maupassant, il est un peu trop cruel, il a l'œil un peu trop sec, et il vous dit des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Donc on le lit parce que c'est un remarquable artiste, et que vous ouvrez 2 pages de Maupassant, vous êtes obligé d'aller à la fin de la nouvelle ou à la fin du livre, voilà. Mais il est extrêmement acide. Et moi, j'étais idéaliste à l'époque. Mais social aussi, puisque vous avez été de gauche, donc peut-être Zola aurait pu vous parler plus. Zola m'a énormément parlé, mais ce qui m'a parlé chez Zola, c'est sa sensualité. Zola est quelqu'un d'extrêmement sensuel, mais il n'est pas sensuel. Il l'est aussi dans les scènes entre les êtres humains, mais on est au 19e siècle, donc tout cela, on sent. Mais il est dans les descriptions. Je pense à La Curée, où vous avez une scène où vous avez une femme qui épaule nue, traverse un salon et puis va se rendre dans une serre. Et la façon dont il décrit la chair de cette femme, les regards, la moiteur de la scène, la moiteur même de ce bal, etc. Alors, il y a un mélange entre les odeurs, la
photos, qui est absolument pour moi magnifique et qui m'a toujours rappelé, en fait ça me renvoie toujours à ce film merveilleux, vous savez, où on dit il faut tout changer pour que rien ne change, Le Guépard, et à cette scène où vous avez Claudia Cardinal qui arrive dans le bal et où sa beauté amène le silence, qu'elle est tellement belle qu'on ne fait même pas une plaisanterie graveleuse, c'est pas possible, et elle va rentrer, traverser la salle dans un silence qui est le meilleur hommage qu'on puisse rendre à la beauté et au charisme. Voilà, c'est cet univers-là dans le 19e siècle qui m'a fascinée, et peut-être plus que le 18e, parce qu'il y avait sans doute une préciosité du langage dans le 18e qui sentait son oisif, alors que la langue du 19e, c'est pas une langue d'oisif. De quoi ne voudriez-vous jamais vous priver dans votre vie, sous-entendu pour être heureuse? De ma famille et d'animaux autour de moi. Alors ça, c'est une nouvelle question que je pose depuis quelques semaines, que je ne posais pas au début. C'est quoi le mot de la langue française que vous préférez, et ou le mot auquel vous pensez spontanément à l'instant, là, où on se parle? Le problème, c'est que j'ai des livres sous le nez, donc en fait, Ah non, ça serait déficit. Il y a marqué le mythe du déficit, donc oui, ça peut pas être ça. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai toujours vécu plus au milieu des mots qu'au milieu des gens, donc je pourrais pas en choisir un en particulier. J'ai eu une enfance très solitaire. J'ai été harcelée à l'école, j'avais peu d'amis, et donc la seule chose que j'avais, c'était les livres, et ce que j'aimais dans les mots, c'était leur abondance. C'était le fait qu'ils vous arrivaient dessus. Pour moi, j'ouvrais un livre et puis j'entrais dans un monde, et c'était les mots qui étaient mes guides, c'était eux qui me tenaient la main. Je me souviens, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup lire Jack London. Et une fois, c'était l'été, j'étais sur la terrasse, j'étais en train de lire, et ma mère arrive et me dit « mais enfin !» Et j'avais une couverture sur moi. Et forcément, j'étais dans le Grand Nord. et en fait, j'avais comme une sensation de froid, et j'avais mis une sorte de plaid, alors qu'on était en été, qui faisait chaud, et c'était... voilà, quand j'étais enfant, la force des mots, pour moi, les mots, c'était pas seulement des mots, c'était presque de la magie. Ça ouvrait... et je croyais vraiment qu'avec les mots, on pouvait changer le monde. J'avais une idée que c'était des portes vers ailleurs, et de façon assez étrange, à côté de ça, je parle très très mal les langues étrangères. Alors que pour le coup, s'il y a bien une porte vers ailleurs, c'est la maîtrise d'autres langues. Et la langue française a une rythmique particulière. Moi, très souvent, je sais quand on intervient sur un de mes textes, pas parce que... à cause du rythme. Et je sais que je n'écris pas sur ce rythme-là. Et musique. Ouais. Et la musicalité de la langue française, elle est très riche, alors que... mais c'est sans doute peut-être parce que je connais moins les autres langues. Et j'avais l'impression qu'en fait, la langue anglaise ou la langue allemande, qui sont les rares langues que j'ai pu un peu pratiquer, appartenait à un genre beaucoup plus précis, et que la langue française avait une étendue de musicalité possible beaucoup plus importante. Une sensualité aussi. Je ne maîtrise pas assez une autre langue pour pouvoir en aborder la sensualité. Je dirais néanmoins que entendre parler espagnol ou italien, moi, ça me fait de l'effet. Comme quoi. Est-ce que vous doutez souvent dans l'existence ? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres? Je doute de tout le temps, de moi et des autres. Une fois qu'on a dit ça, on n'est pas très très avancé, parce que être péremptoire est une preuve de bêtise, et douter au point de ne plus pouvoir se positionner est une preuve de lâcheté. Donc on doit pouvoir gérer les deux. Pourquoi je doute? Tout simplement parce que j'ai toujours estimé... je dis toujours ce que je pense, mais pour moi, ce que je pense n'est pas forcément la vérité. Et j'estime que je ne suis pas détentrice d'une vérité, dont ma mission serait de l'imposer aux autres, urbi et orbi. Et donc, je préfère être combattue, devoir porter en fait ce en quoi je crois, y compris dans l'adversité, parce que j'ai toujours eu l'impression que quand vous remportiez une victoire idéologique, c'était une forme de mort que vous abattiez sur les gens qui étaient autour de vous, et que la vie est bien plus riche que la théorie. D'ailleurs, la preuve, c'est que finalement, la fiction est extrêmement cohérente. Quand vous allez écrire une fiction, vous allez faire en sorte que tous les éléments convergent vers une apothéose. La vie, elle vous échappe. Quand vous voulez un moment magique, un moment magnifique, vous êtes fou amoureux, vous voulez faire votre déclaration, c'est le jour où il y a un pigeon qui va vous chier sur la tête, j'en sais rien, mais il va se passer un truc qui font que votre moment parfait ne sera jamais parfait. Il sera peut-être mieux d'ailleurs, parce que justement, il n'est pas parfait. Mais il sera
sera jamais construit comme ça. Donc, j'aime pas le définitif parce que j'aime pas la pureté, parce que j'aime pas la certitude, parce que j'ai toujours pensé qu'on laissait une chance aux hommes en leur laissant du flou et que dès qu'on voulait faire un éclairage trop cru, les éclairages trop crus, pour moi, c'est dans les abattoirs, c'est dans les endroits où on élève des poulets pour les tuer. Non. Même si le doute peut être agaçant, à la fin, si vous doutez, vous n'irez jamais au bout. Et aller au bout d'une idée, c'est souvent supprimer celle de l'autre qui ne vous plaît pas. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence? La mauvaise foi? La mauvaise foi, ça dépend du point de vue de qui. Moi, par exemple, vous la rencontrez souvent. Admettons, j'ai fait énormément de politique. Parfois, j'ai utilisé la mauvaise foi pour obtenir une victoire un petit peu facile. Je ne peux pas reprocher aux autres de le faire. Je dirais... Non, vraiment, le défaut que je déteste profondément, c'est le fait d'accrocher une cible dans le dos de l'autre. Autrement dit, de mettre l'autre en danger quand vous savez que des gens peuvent passer à l'acte. C'était pas un défaut, c'était la qualité. Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de dire pour lequel vous avez le moins d'indulgence. Mais c'est intéressant. Oui, c'est celui pour lequel j'ai le moins d'indulgence, c'est celui qui équivaut à mettre l'autre en danger en n'en ayant rien à foutre de ce qui va lui arriver. Je trouve ce défaut chez énormément d'hommes politiques, la LFI. Je ne comprends pas comment des gens peuvent continuer à voter pour d'autres qui accrochent des cibles et qui mettent en danger, mais non seulement là dernièrement, alors il y a des gens comme moi, mais là dernièrement c'était le proviseur du lycée, etc. Voilà, j'ai le même mépris pour ceux qui font ça et pour ceux qui votent pour eux. Aujourd'hui, j'estime que voter LFI, c'est voter antisémitisme, c'est voter dénonciation de l'autre, c'est voter fascisme. Je suis pas une grande fan du RN, mais j'ai pas le sentiment qu'en votant RN, on va aussi loin dans l'abjection. Et voilà, ça me fait vraiment du mal. Et après, j'ai énormément d'indulgence, j'allais dire, parfois pour l'exaltation de la jeunesse, même s'ils m'agacent terriblement, justement pour leur certitude, pour leur volonté d'imposer à tous, le fait de croire qu'il y a vraiment, qu'ils détiennent le bien. Et en même temps, je me dis, les pauvres, ils vont avoir tout ce qui nous a été donné est en train de reculer s'ils ne veulent pas finir sous la coupe de dictateurs plus ou moins allumés. Il va vraiment falloir qu'ils se battent. Aujourd'hui, ils n'en ont pas vraiment les moyens intellectuels et je ne sais pas s'ils pourront les acquérir. Et voilà, donc face à cette jeunesse qui est très militante, qui peut être très horripilante, moi j'ai beaucoup d'indulgence parce que je me dis, ils sont en train de creuser leur propre tombe. Ces ultra-féministes termineront voilées à faire la popote et à se faire violer régulièrement parce qu'elles n'ont pas de conséquences, pas de sens. Et je les vois creuser leur propre tombe en ayant l'impression de contribuer au bien dans ce monde. Et je trouve ça tellement triste que je me dis, si on veut qu'ils puissent se reprendre, il ne faut pas les écraser avec notre mépris. Il faut se rappeler que nous aussi, on a été jeunes, nous aussi, on voulait être définitifs. Mais que nous, on nous laissait le temps de faire nos conneries et puis après d'ouvrir les yeux et le monde était resté stable. Eux, les pauvres, peut-être que le jour où ils ouvriront les yeux, le monde se sera déjà effondré et ils devront le payer cher. Donc voilà une immense indulgence pour les excès de la jeunesse. Justement, on peut considérer de manière un peu stéréotypée qu'il y a les pessimistes et les optimistes. Vous, j'aurais tendance à vous classer, surtout avec ce que vous venez de dire, dans le clan des pessimistes. Mais malgré tout, qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir? Je suis une pessimiste, c'est vrai. Ce qui me rend optimiste pour l'avenir, c'est le temps long. Mais c'est-à-dire que je pense qu'aucun trésor humain n'est jamais perdu. Ce que la culture nous a donné, l'intelligence humaine, le fait que tous les hommes de toutes les générations réfléchissent dans le fond sur les mêmes questions. Quel est le meilleur, projet politique pour épanouir les individus? Qu'est-ce qui va vous rendre heureux? Qu'est-ce qui vous permet d'affronter les difficultés de la vie? Qu'est-ce qui vous permet d'aller au-delà de la mort? Qu'est-ce qui vous permet de vous aimer? Qu'est-ce qui fait que vous faites la guerre? Pourquoi? Cette espèce d'interrogation permanente de l'humain et sa créativité immense, et j'allais dire le corpus intellectuel sur lequel il repose et qui ne disparaîtra jamais vraiment, fait que je pense que l'on peut perdre un coffre-fort et le retrouver, oublier un héritage, et malgré tout en devenir le garant plus tard. Donc toutes les richesses et les beautés qui ont déjà été pensées et créées par les hommes, elles sont là. Et que dans la nouveauté de ces jeunes générations qui arrivera, il y aura des humanistes, il y aura des gens qui sauront retrouver les humanités
l'humanité. Et que même si le monde s'égare, même si quand il s'égare, en général, il fait d'énormes dégâts. Je pense toujours à la Deuxième Guerre mondiale en me disant personne ne réparera jamais, personne n'effacera jamais ces millions d'enfants qui sont juste nés au mauvais moment, au mauvais endroit et qui ont été massacrés dans les chambres à gaz. Voilà, ça on ne pourra jamais revenir dessus. Donc ce qui me fait vraiment mal, c'est que pour moi rien n'est jamais perdu, l'humanité se redécouvre et se recrée, mais dans les moments d'éclipse, ces souffrances-là, elles ne pourront jamais être réparées. Et moi je me sens comptable de ces souffrances-là. On pourrait passer des heures avec vous parce que c'est passionnant, mais 10e et dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à titre personnel pour les prochains mois ? Alors, à titre très personnel, j'allais dire le retour de l'énergie parce que je suis... fatiguée. Ouais, parce que la vie nous donne en ce moment peu de bonnes nouvelles. Dès qu'on redresse la tête, qu'on essaie de voir au loin, il y a la guerre en Ukraine, il y a l'antisémitisme qui explose, il y a le Hamas et les islamistes qui se développent d'une façon incroyable. Il y a la bêtise de l'Occident qui ne se rend pas compte qu'ils sont des juifs comme les autres. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils pensent qu'en étant antisémites, ils sauveront leur petit cul blanc. Je crains que ça ne se passe pas du tout comme ça, parce que en fait, ce que détestent les islamistes, c'est tout ce que nous, on a érigé en valeur universelle. Autrement dit, c'est l'égalité entre les hommes. Un fasciste déteste l'idée que quelqu'un puisse lui être égal alors qu'il a une couleur de peau différente de lui, alors que son sexe est différent. Comment ça, une femme pourrait être l'égale d'un homme? Non, vous êtes complètement dingue. Donc voilà, les islamistes haïssent cette égalité. La liberté de penser, la liberté d'expression, en fait, c'est tout ce qui vous permet d'être créatif. Les islamistes détestent l'idée que l'homme puisse être créateur, puisque seul Dieu doit l'être. Le fait que, à partir du moment où vous refusez l'égalité aux hommes, les inférieurs sont en général destinés à être exploités, et malheur à ceux que vous estimez supérieurs à vous. C'est souvent d'ailleurs le cas des juifs. Ils sont souvent craints, pas parce qu'on les voit inférieurs, parce qu'on les voit puissants, ils ont de l'argent, ils ont de l'entre-gens, etc., etc. Or, autant vous pouvez exploiter un inférieur, autant un supérieur, vous ne pouvez que l'éliminer, parce que sinon il ne peut que prendre le dessus sur vous, et ça va expliquer toute la violence de l'antisémitisme. Mais les mêmes qui détestent les juifs, ils détestent les juifs parce que pour eux c'est le sur-blanc, c'est le sur-occidental, ou c'est en tout cas c'est le bout d'Occident au milieu d'un Orient dont les valeurs ne sont pas les mêmes. Et je trouve ça très triste que notre monde soit incapable de défendre des valeurs qui sont belles et qui ont créé un monde de liberté politique et de prospérité. Il est peut-être en train de s'effondrer sous nos pieds et on en est sans doute en partie responsable, mais en tout cas, quel autre monde créé est aussi désirable que le nôtre? Imaginez, vous voulez aller vivre dans des pays où il n'y a pas d'hôpitaux, où la subsistance n'est pas assurée, où la sécurité n'est pas assurée, où si vous êtes une femme, on va même contester parfois votre droit simplement à être. Regardez beaucoup de pays dans le monde, regardez les modèles sociaux que portent les islamistes, que portent tous ceux qui critiquent de façon hyper violente l'Occident, et demandez-vous où vous avez envie d'habiter. C'est quand même très étrange qu'on fasse le procès à l'Occident tout en venant en masse l'envahir, qu'on désire sa prospérité de vie sans comprendre qu'elle est liée à des logiques politiques, à des positionnements humains, et que si l'Orient ne s'est pas développé, c'est probablement moins à cause du colonialisme qu'à cause des structures familiales, politiques, religieuses, qui en fait empêchent le développement de l'humain, parce que toute créativité devient une sorte de rivalité avec Dieu et quelque part est interdite. C'est passionnant, on pourrait vous écouter pendant des heures. On vous remercie beaucoup Céline pour votre temps et vos réponses, et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup.